Alors, nous sommes dans Gimel Amud Bet. Je rappelle le point où nous sommes. Nous avions apporté une braïta, Tana de Beshmuel, qui disait que le Olam, que sa terre Adam Belachon Kia, un homme doit toujours s'exprimer de façon élégante. Et on avait apporté une preuve de la Torah qui est pour ne pas qui avait évité d'utiliser le terme de merkav pour une femme, parce que c'est un peu inconvénient, parce que ça évoque une posture qui n'est pas très tsniout. Et ensuite, la Gemara avait demandé, mais quoi, la Torah ne met jamais à la shon, par exemple, le mot tamé, parce que le mot tamé avait été considéré dans la démonstration précédente comme un exemple de mot megouné. Alors ça voudrait dire qu'on ne trouve pas le mot tamé dans la Torah, pourtant on sait très bien que le mot tamé arrive très souvent dans la Torah. Alors la Gemara avait dit finalement, et là, donc en fait il faut recorriger un peu la compréhension première, et donc la règle que la Gemara avait dite était la suivante. Si on a le choix entre deux expressions, dont l'une est élégante et l'autre est inconvenante, et que au niveau de la longueur du mot, ils sont équivalents, à ce moment-là, on opte, et la Torah opte pour l'élégance. Mais si la Torah s'est permise de dire le mot tamé de nombreuses fois, c'est parce que là elle gagne. Elle gagne largement en concision, parce que sinon il aurait fallu dire, au lieu de dire tamé, il aurait fallu dire lotaor ou enotaor. Donc c'est beaucoup plus de lettres. Donc lorsqu'il y a une tension entre l'élégance et l'économie et la concision, prime est accordée à la concision. Voilà ce que la Gemara avait dit. Et là-dessus, Rashi s'est posé une question. Il a dit, mais alors comment comprendre qu'on a vu dans la Torah un certain nombre de cas où la Torah justement l'a dit lotaor, et elle n'a pas respecté cette règle, elle a dérogé à la règle, elle a opté pour l'élégance au sacrifice de la concision. Ça, ce sont quelques exceptions pour qu'on puisse connaître la règle première qui est dans le cas où c'est équidistant. Parce que sinon, on ne l'aurait jamais su. Là-dessus, on a vu la dernière fois que le marché avait dit, bon, mais ça c'est bien s'il y avait écrit, si on déroge une fois pour nous l'apprendre, alors une fois, mais là il y a plusieurs fois. Et c'est pour ça que le marché avait donné une explication, qu'en fait c'est équivalent, il ne faut pas comprendre que la priorité absolue est accordée à la concision, mais qu'on fait comme on veut. Mais dans la chaîne c'était un peu dur. Nous avons donné une autre explication, donc, sur laquelle je ne reviens pas, mais ensuite, en fin de cours, nous avons vu que le Baal HaMaor a une autre approche, une autre compréhension. Et il dit la chose suivante, le Baal HaMaor. Il dit lorsque une expression est carrément inconvenante, dans ce cas-là, on opte pour l'expression convenable sans regarder la longueur des lettres. C'est-à-dire une expression vraiment inconvenante, on ne la met pas, on ne la met jamais. Et par contre, quand c'est une expression qui n'est pas très jolie, elle n'est pas neutre, elle n'est pas très jolie, par rapport à l'élégante. Elle est inélégante, mais elle n'est pas fondamentalement inconvenante. C'est dans ce cas-là qu'on va préférer, qu'on préférera la concision. La concision dans un cas, c'est-à-dire quand c'est concis, on donnera préférence à l'inélégant, et lorsque c'est équivalent, alors on donnera la préférence à celui qui est élégant. Alors comment on voit ça dans le Baal HaMaor? Il dit c'est pour ça que quand est-ce que la Torah elle a mis tamé, donc tamé dans la Torah pour rendre compte du tamé de la Torah, où la plupart du temps il écrit tamé de la Torah. Donc on a opté pour la concision au détriment de l'élégance, c'est parce que le mot tamé dans ces contextes-là n'est pas inconvenant, il est juste inélégant. C'est-à-dire que il est pas inconvenant parce qu'il est requis à sa place là, dans la mesure où il faut effectivement montrer aux gens que c'est quelque chose qu'il faut bannir, que c'est répugnant. Donc pour accentuer le caractère répugnant, on emploie ce mot tamé, même s'il n'est pas très agréable. Par contre, dans un cas où le mot tamé serait carrément inconvenant,
et ça c'était les cas, les différents cas, il a pris en revue les différents cas de la Gemara, où on avait vu que la Torah, au lieu de mettre Tamé, elle a dit la périphrase Lotaor, c'était pour Noach, pour le Valkyrie et pour David Abeler. Là-bas, le mot Tamé n'a pas la même connotation et il est plus inconvenant. Alors qu'est-ce qui faisait que dans un cas il est inconvenant, dans l'autre cas il n'est pas inconvenant? Lorsqu'il est requis pour des raisons halachiques, pour motiver un bannissement de la chose, c'est considéré comme non inconvenant. Quand c'est purement gratuit au niveau de... Il n'y a pas de leçon à prendre. C'est une narration au niveau de Noach. Ou alors au niveau du Valkyrie, on a déjà dit qu'il ne faut pas être Valkyrie en ayant des mauvaises pensées. Ensuite, quand on parle d'un Valkyrie, alors ça devient vraiment honteux. Et de la même façon pour David Ameller, parler de David Ameller en disant qu'il était Valkyrie, c'était honteux pour lui. Dans ces cas-là, on ne le dit pas et on emploie la périphrase. Comment il a l'enseignement il perd l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Alors non, alors donc c'est comme ça qu'on comprend l'enseignement de lequel, de Rabbi Yoshua ben Levi? Oui. Rabbi Yoshua ben Levi, non, pourquoi? Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il a dit? Al yotzi adam mipir davar megouné. Donc c'est ça, c'est le cas des tamés, les trois cas de tamés, chez Aré Torah. Donc des mots carrément megouné, il faut les bannir de sa bouche, comme la Torah l'a fait. Ça va? Non, mais comme le tamé de la Torah, il était nécessaire pour une raison halachique. Pas celui-là. Non, tous les tamés de la Torah. Mais c'est pas cet tamé-là que Rabbi Yoshua ben Levi cite. Je parle du Ravad. Du Balamahor. Mais le Balamahor, vous avez dit comment il comprend Rabbi Yoshua ben Levi. Mais il dit Rabbi Yoshua ben Levi ne se réfère qu'à des mots tamés, pas des mots tamés qu'on voit dans toute la Torah après. Il parle des mots tamés que la Torah a évité de dire et qui sont des tamés inconvenants. Donc c'est pour ça qu'il a fait deux sortes il a dit que les mots tamés n'ont pas toujours la même force ou le même degré d'inconvenance. Alors ce qu'on comprenne, donc ça va dire en d'autres termes, c'est que le Balamahor crée un nouveau concept, qu'il y a deux types de lachon. Au niveau des lachon à éviter, il y a le lachon megouné et il y a le lachon sheno shel kavod. Et les deux, ça peut être le mot tamé. En fonction du contexte, dans un cas, le mot tamé, il est megouné mamash, et celui-là, il est à bannir, et la Torah ne l'utilise pas, et elle emploie une périphrase. Et alors celui qui est pas chez le kavod, et là, la Torah peut se permettre de l'utiliser parce qu'il est plus katsar. Et la notion du kitsour, c'est seulement quand c'est pas chez le kavod. Mais quand c'est megouné, alors le megouné, il prime surtout. À bannir surtout, même au prix de la concision. Qu'est-ce qui a motivé il faut qu'on comprenne maintenant la marloquette. D'où vient cette marloquette entre Rashi et le Balamahor? Pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme le Balamahor? Pourquoi le Balamahor n'a pas voulu dire comme Rashi? Le Balamahor, c'est facile. Non, le contraire, Rashi, c'est facile. Rashi n'a pas voulu dire comme le Balamahor. Le Balamahor introduit deux concepts qui n'apparaissent pas dans la Gemara. Dans la Gemara, on parle toujours, on oppose, c'est binaire dans la Gemara, d'après le Pshat, c'est binaire. Vous avez Lachon Megouné, à bannir, et en face, vous avez soit la Shon Naki, ou après on trouve la Shon Kavod, qui revient au même. Il n'y a pas 3 degrés. Donc c'est pour ça que le Rashi, et Tosfot d'ailleurs comme Rashi, sont pas shoot. Donc la question n'est pas pourquoi Rashi ne dit pas comme le Balamahor. La question est pourquoi le Balamahor ne veut pas dire comme Rashi. C'est à cause des nombres d'exemples. C'est à cause des questions que nous avions posées sur Rashi. C'est que d'après le pshat de Rashi, on ne comprend pas pourquoi il y a tant d'exceptions à la règle. Au point que le Marsha a dû dire qu'en fait, dans la Torah, on fait comme on veut. Alors ça, c'était Dochat. Donc pour éviter donc, cette difficulté-là que Rashi, qui ressort d'après le pshat de Rashi, c'est que pourquoi la Torah a dérogé tant de fois à ses règles, c'est pour éviter ça que le Balamahor a dit non, il n'y a pas, elle déroge jamais, et simplement on va créer deux types de concepts. Alors ce derrière du Balamahor, on le retrouve encore dans d'autres Rishonim, mais dans la même direction, avec des manières différentes d'expliquer pourquoi le mot tamé, dans un cas, est megouné, et dans l'autre cas, il ne l'est pas. Parce que vous avez compris, la base du Balamahor, c'est d'expliquer comment ça se fait que de temps en temps, la Torah, elle n'hésite pas à mettre le mot tamé, la plupart du temps, c'est le cas, et puis de temps en temps, on a dit, la Torah, elle ne veut pas mettre le mot tamé. Et il a essayé de trouver un système, en disant, là, c'est megouné, là, c'est pas megouné.
C'était un peu compliqué là maintenant qu'il a expliqué ça, parce que c'est pour montrer aux gens que l'Afrique, etc., c'est un petit peu difficile. Le Meiri, il est beaucoup plus simple. Le Meiri, il dit, le mot tamé, quand il est utilisé pour des raisons halachiques, il ne faut pas le comprendre dans le sens que c'est répugnant, quelque chose comme ça. Ça veut dire assour. Une behemat mea, ça veut dire que c'est assour l'échol. C'est le mot pour dire interdit. Ça pas, c'est le mot adéquat. C'est pas du tout dégoûtant de dire tamé. C'est pas tamé dans le sens d'impur. C'est tamé dans le sens que c'est interdit, rituellement interdit. Donc c'est pour ça que la Torah le met à tous les coups. Alors maintenant, la question est de savoir, alors pourquoi dans le cas de Noach, on dit que le mot tamé, c'est aussi les bémot meot là-bas. Alors il se réfère à la Gemara dans Sanhedrin, qui explique que là-bas, les bémat mea, ça veut dire non pas les espèces interdites à la consommation, puisqu'à l'époque, tout était permis à la consommation, ou tout était ou interdit, on va en parler après. Interdit ou permis, on va voir. À la fois interdit et permis. Et donc, par contre, ce que Dieu dit à Noach, il dit que toutes les espèces qui ont eu des comportements sexuels interdits, toutes ces espèces-là, cela ne mérite pas de rentrer dans la Teva, sauf un couple pour sauver l'espèce. Donc c'est Nevda Baem Avera. Donc il y a des espèces avec lesquelles donc, il y avait des problèmes de zoophilie à l'époque, et donc beaucoup d'espèces ont commis des abominations au plan sexuel, et c'est ça qu'on appelle Behemat Mea. Alors ça c'est vraiment mégouné. C'est pour ça que c'est mégouné. Et donc c'est pour ça qu'on comprend que la Torah n'ait pas voulu mettre le mot tamé dans ces conditions-là. Et qu'elle a dit l'otaor. Et puis ensuite, il reste juste le balkéri. Donc le balkéri, ça s'explique aussi, puisque c'est lié à des mauvaises pensées. Là, c'est aussi véritablement inconvenant. C'est tout. Voilà, donc c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. On arrive toujours au même principe, c'est qu'il y a quelque chose. Si c'est megoulé, on le met jamais, même s'il faut rallonger la phrase, c'est pas grave. Si c'est pas megoulé, c'est juste simplement pas chez le kavod, alors là on va au plus court. Mais dans le noir lui-même, il y avait des fois où il y avait tamé, des fois il y avait non, il y avait toujours. Non, il n'y a jamais le mot tamé. Jamais tamé. Jamais. On avait même dit, mais pourquoi on amène le deuxième verset, déjà le premier c'était comme ça. Ouais. Voilà le deuxième pshat qui va dans le même derer. Le Meiri est à Perpignan, le Balamaor est à Narbonne. Donc là c'est le coin. Voilà. Alors il y a un troisième auteur qui est carrément en Espagne déjà, mais c'est toujours quand même la même sud-ouest, le sud-ouest exactement. C'est Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona dans Sha'arei Teshuvah. On trouve dans Rabbeinu Yona dans Sha'arei Teshuvah. Vous savez que c'est un livre qu'il a écrit sur la Teshuvah, qu'on lit beaucoup en Elul. Et à un moment donné, il parle beaucoup du Nivul P. Et à propos du Nivul P, donc il va rentrer dans ce Inyan-là. Il est cité par un des commentaires derrière, qui s'appelle le Melo Haroim. Donc je vous propose d'essayer de le trouver, sinon je vous résumerai. Si vous le trouvez dans vos textes, c'est plus... On ne va pas le faire en entier, mais un petit peu, ce sera plus facile pour moi pour l'exposer. Vous voyez, est-ce que vous avez... alors ça dépend des éditions que vous avez. Dans les éditions où il y a Vina classique, vous allez après le rechash, et après le rechash, vous avez... non, là c'est déjà... Là vous avez des Agod V'chidushim, donc ça doit être dans les Agod V'chidushim, c'est ça. Vous devez trouver, donc vous allez sur Daf Gimel Amud Aleph, et vous regardez Rashi, sur Rashi. Est-ce que vous avez dans vos éditions? Non, ça c'est le Marsha. Après le Marsha, il y a Agod V'chidushim. Donc, voilà, c'est donc Daf Bet Amud Aleph dans les Agod V'chidushim de vos éditions. Vous avez Rashi, Rashi Melo Haroim. Voilà. Vous l'avez? Vous avez tous la même édition, donc c'est facile en principe. Donc Daf Bet Amud Bet. Non, le Rabbeinu Yona. Daf Bet du livre, vous allez à Amud Bet.
Et là, vous devez trouver sur Daf Gimel Amud Aleph, sur Rashi, par là. Non, on va faire ça avec Gimel Amud Bet. Alors, c'est pas ça, on a dit ça. Alors là, c'est ça. Voilà, là, une autre. Non, pas l'orientation. Non, c'est juste avant. Voilà, Kiddushin. C'est là, Kiddushin, c'est là. Gimel Amud Aleph, Rashi. Donc, je commence. Alors, Rashi, Dibour Amatri, la Elena Torah, lui, donc c'est collé sur le Rashi, Dibour Amatri, la Elena Torah, c'est-à-dire c'était sur le recto de la page. Vaf al-Gab de Boraita Ktiftame. À mon avis, il aurait pas dû le mettre là-dessus, mais bon, il aurait dû le mettre sur ce qu'on a vu maintenant. Ou midivre Rabbeinu Yona, Beshare Tshuva, Shar Gimel, Siman Resh Lamed, Lamati Terutz Acher. Donc j'ai vu que Rabbeinu Yona, lui, il avait une autre réponse. De Dafka Kan, Dirtiv Benoach, Kodem Matan Torah, que c'est seulement ici, donc ici, lorsque là où la Torah, elle a mis Enena Teora à la place de Tamé, c'est écrit à propos de Noach, donc avant le don de la Torah. Va'ayat me'a mutar ba'achila. Et à l'époque, les espèces qu'aujourd'hui on appelle les espèces interdites, c'est-à-dire celles qui n'ont pas les sabots fendus, qui ne ruminent pas, etc., c'était permis à la consommation. Ach lo teora le korban. Simplement, on n'avait pas le droit de les offrir en sacrifice, mais on pouvait les manger. Chashuv davar megune im yegune dvarim asherem le ma'achal adam. Alors il donne une nouvelle idée, c'est que quelque chose qui est comestible, qui est rituellement comestible, en parler de manière méprisante, ça c'est pas joli. C'est pas joli sur la nourriture. On ne doit pas traiter la nourriture de manière méprisante. Donc appeler, cracher dans la soupe, appeler tamé quelque chose qu'on peut manger, ça c'est mégouné. Donc qu'est-ce qui gagne? C'est qu'à l'époque de Noach, le mot tamé mégouné. Mais toutes les autres occurrences, on va trouver le mot tamé, c'est après Matan Torah. Et là, comme c'est plus rituellement comestible, on peut en parler de manière pas jolie, méprisante, c'est pas grave, parce que c'est pas la nourriture. C'est le respect de la nourriture. Comme ça il dit. Ou bezé mitiachev kushat Rashi, de boraita ktiv tameh achamatan Torah, shu asur bachila af leediot, ve'az eno davar megune. Voilà la réponse de Rabbeinu Yona. Donc c'est toujours la même démarche d'essayer d'expliquer pour comment ça se fait que la Torah elle met des fois tamé, des fois elle ne le met pas. Et la réponse c'est que quand elle met tamé, c'est pas megouné, c'est juste enokavod, mais c'est pas megouné, comme pour le balamaor. Mais qu'est-ce qui fait que c'est pas megouné et que chez Noach c'est megouné? C'est que c'est raoul achila ou pas raoul achila. Alors j'avais un problème, oui. Pardon. Le Balkéri, ça, je pense que là tout le monde est d'accord d'expliquer que quand on parle du Balkéri, une fois qu'on avait l'explication du Balamaor, qui avait dit que comme on a déjà dit que Venish Marta, Mikol Davara, il faut éviter d'avoir des mauvaises pensées le jour pour ne pas... On a changé le lachon, alors. On a été mis en... C'est ça, parce que là c'est Megouné. Là on ne parle pas de la nourriture, mais on parle d'un homme qui s'est mal comporté. Ça, c'est le Megouné. C'est ça. Donc, le problème ne se posait pas trop là-dessus. Maintenant, il y a pas un passouk qui dit après le Maboul, qui donne la permission à Noir de manger, et donc ça laisse entendre que c'est pas le cas, que c'était pas moutard avant. Voilà. C'était la question que je m'étais posée moi aussi. Comment est-ce que Rabbeinu Yona peut dire que les aliments, les espèces interdites étaient permises à la consommation, alors que Noach était végétarien? C'est-à-dire que même les espèces permises étaient interdites. En fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas de différence entre espèces et espèces, mais tout était interdit. Alors, rien n'était de la nourriture. Alors, comment il peut dire qu'à l'époque de Noach, c'était de la nourriture? Voilà la question que, au début, je m'étais posée. Et j'ai trouvé la réponse de moi-même en revérifiant dans la source, dans la Gemara de Sanhedrin, Daf Nun Tet Amud Aleph. Là-bas, il est écrit que
Parce que la Gemara, elle attaque elle-même. Comment on peut dire qu'à l'époque de Noach, on n'avait pas le droit de manger la nourriture, alors qu'il y a écrit qu'Adam Arishon, on lui a apporté tous les mets de la terre, et les malachim lui apportaient, et le serveur lui grillait de la viande. Donc on voit bien qu'à l'époque de Noach, c'était permis. C'est une agada ou c'est la Gemara de Sanhedrin. Et alors la Gemara répond que quand c'est une viande qui tombe du ciel, c'est permis. Et donc voilà, maintenant, quand c'est une viande qui est sur la terre, ils n'avaient pas le droit d'en manger. Mais quand elle tombait du ciel, et elle tombait du ciel, alors c'était permis. Comme l'écaille comme l'écaille pour Moshe, parce qu'elle devait être morte quand elles atterrissaient. Non, c'est pas la question mort ou vivant. Non, c'est pas la question du tout. On parle de l'espèce ici. La question était, est-ce que Noach était végétarien? Non, il n'était pas végétarien. Il pouvait manger de la viande. Ce qui tombait du ciel. Mais ça tombait du ciel. Mais ça veut dire, en tout cas, c'était pas. Oui, en tout cas, pour Adam Arishon, c'est tombé du ciel. Adam Arishon, c'est marqué, mais pour Noach. Mais même si c'est pas tombé du ciel, mais ça prouve que fondamentalement, c'est une viande cachère. La viande, l'espèce, c'est-à-dire que si on a un cheval qui tombe ou un chameau, parce qu'on a parlé en Israël aujourd'hui du chameau, si un chameau est tombé du ciel et qu'on l'a tué et qu'on peut le manger, il pouvait le manger, donc c'était d'avoir un moutard, c'était une nourriture permise. Voilà l'explication d'après Rabbeinu Yonah. Voilà, donc comme ça on a pu plus ou moins clarifier. On a donc deux courants. On a le courant français et le courant espagnol pour expliquer la Rashi Tosfot d'un côté, qui ne font pas de différence et qui dit simplement que, d'après lesquels on est obligé de dire que ce n'est pas une règle stricte, il n'y a pas une systématique dans la Torah, et alors que les autres ont une systématique dans la Torah, mais on est obligé d'introduire un nouveau concept d'une part à la Shon Megouné et d'autre part à la Shon She'eno Shel Kavod. Maintenant, on va reprendre la Gemara. Il y a encore une difficulté énorme qui va se poser à nous dans ce passage. V'kol echa de ki adadininu mishtai belashon kavod. Vous y êtes? Donc c'est Daf Gimel Amud Bet. La ligne en dessous, sur la ligne du dessus, il y a un petit aleph du Ein Mishpat. La Gemara juste en dessous, la Gemara dit, elle reprend ce qu'on vient de dire. V'kol echa de ki adadininu mishtai belashon kavod. Quoi? Alors tu me dis que dans tous les cas où les deux formules, l'élégante et la non élégante, sont de longueur équivalente, mishtai belashon kavod, alors le texte va employer l'expression élégante, va rochevet veyoshevet. Regardez les deux verbes. En parlant d'une femme, dans un cas on dirait rochevet, elle est assise à cheval, ou bien on dirait yoshevet, elle est assise tout court. De qui a dadininu, comptez le nombre de lettres, c'est exactement les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais? Rochevet, yoshevet, ça fait 5. Vekama, rochevet. Et pourtant, il y a écrit Rochevet. Où est-ce qu'il y a écrit Rochevet? À quoi il fait allusion? Alors ça nous oblige à faire un petit rappel en arrière. Il y avait 3 occurrences. Exactement. Plus haut, donc au tout début de la Braïta, quand on avait dit que le Tana de Béchouel avait dit la preuve qu'un homme doit toujours s'exprimer de manière élégante, c'est que la Torah n'a pas voulu employer le terme de Merkav pour la femme, elle a employé le terme de Moshav. Alors que pour l'homme, elle a dit Merkav. La Gemara avait dit, quoi, on ne trouve pas le mot Merkav dans la Torah? Elle attaque premièrement avec, vous vous rappelez, avec Tzipora. Où il y a écrit... Non, Rivka, par contre. Rivka. Où il y a écrit qu'Eliezer a pris Rivka, et Rivka, Vatakom Rivka Benarotea, Rivka et ses jeunes servantes se sont levées, Vatirkavna à la Gemalim, et ils se sont mis à califourchon sur les chameaux. La Gemara a répondu, oui, là-bas c'est normal, parce que sur un chameau c'est dangereux, donc là c'est normal qu'on ait cette posture, Ensuite la Gemara elle attaque avec Tzipora, où il y a écrit que Moshe a pris Tzipora et ses enfants et les a Vayarkivem à la Chama. On retrouve à nouveau Vayarkivem. On a répondu, mais c'est normal parce qu'il y a les fils. Comme il y a les fils, singulier, masculin et féminin. C'est pour le masculin. Voilà, on peut comprendre de différentes façons. Voilà. On avait compris finalement que c'est à cause c'est pour les fils qu'on a eu Vayarkivem. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas pour elle. Ça ne va pas pour elle. Ça n'a pas été dit pour elle.
Et ensuite, on a trouvé, alors on a laissé la Torah de côté, on est parti sur Shmuel Aleph, et là il y a écrit à propos d'Abigail Eshet Naval, que quand elle est partie à la rencontre de David à Améler pour l'implorer, il y a écrit Ve'i rochevet al Achamor. Et là c'est une femme, elle est rochevet et c'est Achamor, elle est toute seule. Donc ni il y a la réponse du chameau, ni la réponse des fils. La Gemara, elle a quand même trouvé des réponses. Elle a dit soit qu'elle avait peur de la nuit, elle avait peur de la montagne, elle avait peur de David. Donc finalement, on avait résolu tout ça. Et là maintenant, la Gemara, elle repose la question, elle dit, mais pourtant il y a écrit Rochevet. Alors, donc on ne comprend rien. Ça y est, c'est résolu, c'est Oucha. Comme elle a peur, donc c'est Oucha. Donc on ne comprend pas pourquoi la Gemara, elle pose une question. On l'a déjà résolu. Deux, si déjà on pose la question, il y a mieux à poser que Rochevet. Rochevet, c'est dans Shmuel Aleph. Les deux autres étaient dans la Torah. Rochevet et Yoshevet, c'est équivalent au plan des lettres. Mais si on prend, par exemple, on commence par Batakom, Rivka Venarotea, Vatirkavna. Si on n'employait pas le terme de Rochev, mais le terme de Yoshev, ça donnerait quoi? Vateshevna. Elles se sont levées, elles se sont assises. Vateshevna, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a au niveau des lettres? Vatirkavna, Vateshevna. C'est plus long. Il y en a une lettre en moins, on a gagné une lettre. Donc il y a les deux. Donc c'est plus court. Pareil pour Vayarkivem à la Hamor, Vayarkivem, Vayoshivem. On aura gagné encore une fois une lettre. Alors, si déjà, alors premièrement, il n'y a pas lieu de poser la question parce que la réponse on l'a déjà donnée. Et deuxièmement, si déjà tu attaques, alors attaque avec des cas où c'est encore plus fort puisque ça sera Katsar. Donc voilà le problème, c'est un problème énorme. Et donc la réponse paraît difficile à trouver. J'ai un commentaire pour les Tunisiens que ça arrangerait, que ça intéressera peut-être. Elle avait vu la bourra? Non. Non. J'ai de Rabbi Chai Tayeb Lomet. Chai Tayeb Lomet, j'ai son commentaire sur Psachim. Il pose des questions et Tzarichi ne répond pas. Il répond pas. Non. C'est un Tunisien. C'est pas vrai. Le Tzlach pose aussi la question, la réponse qu'il donne n'est pas satisfaisante. Alors, la meilleure réponse que j'ai trouvée, oui. Pour le fait qu'il y a marqué qu'elle était. Comment il y a marqué dans le Tana, le Nar. Irochevet. Donc c'est peut-être pour le retour, parce que c'est-à-dire qu'à l'aller, c'est sûr qu'elle avait peur, donc mais au retour, elle aurait dû être. Quel retour? C'est à l'aller là. Oui, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'au retour, elle avait plus peur, elle avait plus d'angoisse. Mais le verset ne parle pas du retour. Oui, il parle que de l'aller, d'accord, mais. Alors. Elle aurait pu changer. Alors, il y a dans cette Sougia un commentaire de Rabbi Eliezer Merorovitz qui veut répondre à plein de questions. Alors lui, il veut carrément prendre un pshat personnel qui ne va pas d'après Rashi et qui veut répondre à l'ensemble des questions qu'on s'est posées jusqu'à présent. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux expliquer la Gemara autrement que d'après les Rishonim, ça ne m'intéresse pas spécialement. Par contre, je peux utiliser une partie de son commentaire qui nous permettra de répondre à au moins une partie des questions. Alors l'idée que lui propose est la suivante. C'est qu'il y a une différence entre la forme Vayarkivem, Vatirkavna et la forme Rochevet. Quand c'est Vatirkavna ou Vayarkivem, c'est un verbe d'action. Lorsque c'est Yoshevet, Rochevet, c'est un verbe d'état. Qu'est-ce que j'entends par verbe d'action et verbe d'état? Quand vous dites verbe d'action, c'est le moment où elle enfourche sa monture. Par contre, ça c'est verbe d'action. Elle enfourche. Et par contre, verbe d'état, c'est une fois qu'elle est déjà installée. C'est relativement... Ça s'entend. Oui.
Alors, on a aussi vu plus haut dans Tosfot qu'on ne peut pas mentir, travestir la réalité parce que c'est plus joli. L'esthétique ne permet pas la faute historique. C'est seulement si on peut rester dans le flou sans mentir, là oui. Alors c'est ça qu'il dit. Au moment d'enfourcher la monture, si on dit Vateshavna ou Vayoshivem, ça suppose qu'ils n'ont pas fait le geste d'écarter les jambes pour s'installer. Donc c'est carrément un mensonge. C'est travestir la réalité. La Gemara ne pouvait pas poser la question. C'est pour répondre à la question pourquoi on attaque avec les mauvais, avec les premiers et pas avec les. On n'attaque pas avec les premiers, on attaque juste avec le dernier qui est moins fort. Parce que les premiers, c'est des verbes d'action. Et donc, les changer serait changer la réalité. Et donc, pour ça, on ne peut pas le faire. Par contre, Rochevet, on n'est pas en train de dire au moment où elle s'installe, on dit elle descendait la montagne, pas en pyjama, mais sur son âne, et elle était installée déjà. Là, on peut dire Yoshevet. Quand on dit Yoshevet, on ne dit pas comment. Ça reste flou. C'est donc pas travestir la réalité. Alors vous allez me dire, mais alors, si c'est comme ça, comment la Gemara a pu poser la question la première fois? Au début, elle avait attaqué avec les deux premiers, et avait qu'à répondre, ben non, puisqu'on ne traverse pas la réalité. Alors là, je réutilise une explication que nous avons déjà donnée la semaine dernière, c'est que quand nous avons expliqué la dernière fois que le fond de la question de la Gemara, c'était pas que regarde la Torah, elle a écrit ça. La question était comment tu peux dire que le terme de Merkav est inconvenant si on voit que des tzadkaniyot, elles ont utilisé cette posture. Donc si les tzadkaniyot le font, c'est pas un manquement aux règles de la tzniout. Et si c'est pas un manquement aux règles de la tzniout, il n'y a plus de raison de considérer le lachon comme gouné. Qu'est-ce qui fait le gnaï? C'est que c'est une posture inconvenante pour une femme. Mais regarde, elles l'ont faite, elles tzadkaniyot, donc c'était pas inconvenant. Qu'est-ce qu'on a répondu? Uchaou, dans les situations où elle se trouvait, c'était pas inconvenant. Mais quand dans d'autres situations, ça devient inconvenant. C'est la raison pour laquelle la chaîne est megouné. Mais on n'a pas posé la question là-bas, comment ça se fait que c'est écrit? Parce qu'une fois qu'on sait qu'elle l'a fait, il faut l'écrire, parce qu'on ne travestit pas la réalité. Donc c'est ça qui explique que les questions avaient été posées plus haut. Mais maintenant, on ne pose plus la question sur le fait que c'est une posture inconvenante. On pose la question sur le fait que c'est écrit dans la Torah. Voilà que tu me dis que ça ne devrait pas être écrit. Voilà que c'est écrit. Et ça, on ne peut plus poser la question sur les deux premiers. On peut poser la question que sur la dernière. Donc ça répond bien à la question. Sauf que on peut poser le problème. Pourquoi la Gemara n'a pas posé la question tout de suite? Une fois qu'elle avait répondu sur Irochevet, qu'on a dit que c'était la nuit, la montagne et David, et on aurait dû dire, bon d'accord, c'est pas une posture inconvenante, c'est Ucha, d'accord, mais il aurait fallu mettre Yoshevet. Pourquoi la Gemara n'a pas tout de suite attaqué? Au lieu de ça, elle attaque avec Tamé. Réponse, parce que ce sont deux, ça c'est moi qui rajoute, c'est pas du tout dans Rabbi Eliezer Merorovitz, c'est pour compléter la réponse, je dis comme ça. Je dis qu'il faut comprendre la manière dont la Gemara a construit son commentaire. Elle a cité la Braïta de Béchmouel, qui disait que l'Olam, Yesaper Adam Belachon Ekia, la preuve en est que la Torah n'a pas mis Merkav. Donc la première question était, à quoi? Merkav c'est Megouné? Mais Merkav c'est pas Megouné, regarde Tzipora, regarde Rivka, etc., etc. Ça on a réglé parce que c'est Urcha. Ensuite la Gemara elle va poser une autre question. Alors tu me dis que la Torah n'emploie pas de terme Megouné. Alors avant d'attaquer avec Rochevet, il faut parler de Tamé. Tamé c'est encore plus fort. Tamé ça arrive 50 fois dans la Torah. Donc on a changé de registre. Alors on commence maintenant. Tu me dis que la Torah n'emploie pas d'expression megounot. Regarde Tamé. On a répondu avec Tamé. Une fois qu'on a répondu avec Tamé en donnant un klal, il restait encore un problème avec Rochevet. Vous voyez? Donc toutes les questions qu'on a posées sont résolues. Donc pourquoi on ne l'a pas posé avec Patir Kavna? Parce que là-bas c'est un verbe d'action. Et pourquoi on pose quand même la question maintenant? Parce qu'on n'avait pas donné de réponse à cette question jusqu'à présent. On n'avait pas posé cette question. C'était une autre question qui avait été posée, mais cette question-là n'avait jamais été posée. Oui, mais cette question en plus, son pivot, c'est de mettre en cause le klal qu'on vient de donner dans la réponse précédente. Donc oui. Dans l'ordre chronologique, vous ne pouvez pas
poser la question. On aurait déjà pu poser la question, puisqu'il y a écrit Chilo, Katou, Au niveau pédagogique, c'est Oui. faire comme ça, parce que Oui, vous non, avez mais- déjà le CLAL, et après, tu me dis que le CLAL a un niveau équivalent Non, mais pourquoi on était déjà dans le Lignal, il fallait poser la question là-dessus. C'est pour ça que j'ai préféré dire, ce type de question, on pose d'abord la question qui est plus forte. Bon. Alors maintenant que vous avez compris la question, on va voir la réponse, elle n'est pas facile non plus. Après, rassurez-vous, la suite du passage va être plus facile. C'est la dernière épreuve maintenant. Donc, Varochevet, Veyoshevet, Deki Adadininu, Vkama Rochevet. Réponse de la Gemara, Rachevet Keti. Il n'y a pas le vav. Ça veut dire quoi? On lit Rochevet, mais c'est pas écrit. Il n'y a pas le vav. Donc c'est plus court Et donc c'est plus court. C'est plus court que quoi? que Yoshevet. Mais Que on aurait pu enlever le Yoshevet. vav ou sinon Yoshevet. On aurait pu Mais, enlever le vav. alors Yoshevet aussi, on peut le mettre en chaser. Alors la question revient. Pourquoi tu me mets Rochevet? T'as qu'à mettre Yoshevet, chaser. Rachid répond à la question. Donc c'est la question évidente qui se pose ici. Alors nous allons voir la réponse de Rashi d'abord. Regardez Rashi. Rachevet ketiv. Vafalgav de Matsi le Mirtav Lami Yashevet chaser. Bien que c'est pas la Torah, le Passouk dans Shmuel, il aurait aussi pu écrire Yashevet chaser. Alors pourquoi elle a préféré Rachevet chaser à Yashevet chaser? Miou. Cependant, Kol chaserot shebatorah lidrosh en baim. Chaque fois, alors ça c'est incroyable comme règle. En principe, ça voudrait dire que la Torah doit toujours être écrire malais. Parce que le malais, comme aujourd'hui on écrit, quand on écrit sans voyelle, pour ne pas se tromper, on met toujours malais. Vous savez que le son O, on met un vav, le son OU, on met un vav, le son I, on met un yud. C'est ça l'écriture malais, pléné. Rabbi Mouk qui dit toujours pléné. Et donc, si un mot n'est pas écrit pléné, il est écrit chasser, alors ça suppose qu'il y a une dracha à faire dessus. Et alors, continuons l'idée de Rashi. Donc, kol chaserot shebatorah lidrosh en baim, vekan limedcha bechisaron ze. Alors ici, en mettant ce chisaron, il y a effectivement une dracha à faire. C'est quoi? Ici, on t'a enseigné avec ce chisaron en question, shetitfos leshon ketzara, que tu dois adopter, choisir, employer l'expression brève, va filou ou megouné, même si il est inconvenant, elle est inconvenante. Comment on le voit? Sharekan, tafas, lashon, megouné, vekatsar. Donc c'est quoi la réponse de Rashi? On avait dit, pourquoi il a préféré Chasseret, Rakevet à Yashevet? Réponse? Yashevet, c'était pas Megouné. Parce que s'il y avait écrit Yashevet, j'aurais eu un Chosser. Le Chasser, il aurait fallu l'interpréter. L'interprétation de Katsar Megouné, je ne l'avais pas puisque c'est pas Megouné. Donc, sous-entendu dans Rashi, c'est comme ça que je comprends, j'aurais pas su, j'avais pas de rachat à faire dessus. Donc si c'est Yoshevet et qu'il n'y a pas de rachat à faire dessus, il faut le faire malais. On n'a pas le choix. Alors que si je fais Rachevet, je peux le faire Chasser et j'ai une dracha. Et quel dracha? La dracha de Katsar Megouné. Ça, on l'avait appris avant. Mais ça, on l'avait appris déjà. Ça, c'est une nouvelle question. Vous avez raison. On va de question en question, là. Et chaque fois qu'on a une réponse, on rebondit sur une nouvelle question. Pourquoi il dit Torah? Pardon? Nar, c'est Torah, c'est pareil? Il a dit Torah ici. Oui, chez Torah. Ah ouais, on est obligé de dire que ici, Torah, c'est dans le sens biblique. Oui, parce qu'effectivement, on n'est pas dans la Torah. C'est juste. Ouais. Il faut que des fois, le mot Torah, il faut le comprendre au sens large. Tanakh, exactement. Peut-être, c'est pourquoi il a dit ça comme ça, peut-être parce que la règle, elle vaut même pour la Torah, qu'elle va remettre pour le reste. Regardons Tosfot. Rachevet ketiv, vim tomar, lichtov nami yashevet.
C'est la question de Rashi, Tosfot la repose. Il la reprend à son compte en disant, mais qu'est-ce que tu m'as répondu? Parce qu'on a écrit Rachevet Chasser, ben, tu peux écrire Yoshevet Chasser. Et donc tu n'as rien gagné. Ve'omer ri. Donc ça c'est la réponse du riz. On va réfléchir si la réponse du riz c'est la même que Rashi ou une autre. Ve'omer ri de lo matzi le mirtav yashevet. Le riz dit que c'est pas possible, ce n'était pas possible d'écrire Yoshevet Chasser sans vav. Pourquoi? De kol echa, de katav Yoshev belovav. Car partout, dans toute occurrence où on écrit le mot Yoshev sans vav, ata le drasha. Ça doit venir nécessairement pour une drasha. Comme par exemple, Kede Darshinan, où on trouve ça, Velot Yoshev Vesha'ar Sedom. Yashav Ktiv. Alors, donc, Yashav Ketiv. Et donc c'est dans Bereshit, c'est ça. L'autre était installé Vesha'ar Sedom. Le Midrash dans Bereshit Rabbah, vous avez Bereshit Rabbah par Shanoun, fait là-dessus une dracha. Pourquoi il y a écrit Chasser? Pour nous dire Oto Ayom Minuu Shofet. Donc le Yoshev fait référence à la posture du juge. Ça, d'où on l'apprend du Chasser. Et donc de là, on voit que le mot Yoshev, si on veut si les Chasser, on est obligé de faire du dracha. Donc apparemment, ça a l'air, il sous-entend la réponse qui est, on ne pouvait pas écrire ici Yoshevet, parce qu'il n'y a pas de dracha à faire. Sauf qu'il le circonscrit à Yoshev. Sauf qu'on a l'impression, effectivement, qu'il y a quand même une différence entre Rashi et Tosfot, c'est que Rashi, il a pris des risques énormes. Il a pris un risque énorme, Rashi, parce qu'il suffit qu'on lui démontre un cas où il y a un passouk chasser, un mot chasser, et il n'y aura pas de n'importe quel verbe, il n'y aura pas de rachat, il sera échec et mat. Il pourra répondre comme ça, peut-être. Alors que Tosfot a l'air de dire non, c'est pas une règle totale. Et du coup, c'est pas une règle totale. Dans Yoshev, c'est comme ça. Et donc, à la limite, on pourrait même dire que Tosfot, qu'est-ce qu'il gagne avec ça? À part le fait de ce qu'on vient de dire, il gagne encore autre chose. C'est qu'on n'est pas obligé de tirer une leçon de Rochevet. Je crois que le Marsha dit, non, Tosfot est d'accord avec Rashi qu'on tire la leçon de Rochevet, mais sur ça ils sont d'accord, mais c'est juste que c'est la dracha de Yoshevet, qu'il dit que c'est pas tous les mots qui... mais il sera d'accord que dans Rochevet il y a aussi la dracha. Apparemment il n'est pas obligé. Donc c'est pas mouchar. Donc on pourrait dire que le pshat de Tosfot il est doublement plus facile parce que on rentre pas dans le problème que Rashi nous fait rentrer maintenant. Qu'il y a le chasser de Rachevet nous oblige à trouver une dracha et une dracha qu'on connaît déjà. Donc peut-être pour Tosfot on n'aura pas besoin. Il a ouvert la porte pour les tzadikim à venir, comme le Gaon de Vilna où il interprète souvent des drachot avec des chasser. Par exemple pour aller à Khalifot avec Yosef et ses frères. Enfin, ça résout pas la question que nous avons sur Rashi. Mais ce que je voulais vous montrer, avant d'aller plus loin, Rabbeinu Hananel. Pour rester dans notre sujet, regardez Rabbeinu Hananel. ואמרינן וכל אחד דקיידדי נינו משתי בלשון כבוד והרוכבת ויושבת דקיידדי נינו ולא משתי דרך כבוד. Vous avez vu, c'est la question de la Gemara, il n'y a pas de problème. Ufarkinan, regardez la réponse. Et nous répondons, Rachevet ketiv, perouche, ve'im yesh lomar nichtov yashevet chaser vav. Et si tu veux m'objecter, mais t'avais qu'à écrire Yashevet, et en l'écrivant sans vav, Kol Yoshevet Male Nichtav. Tout Yoshevet, chaque fois qu'il y a le mot Yoshevet, c'est toujours malé. Kegon, Eicha, Yoshevet Beretz Utz. Shoftim, Ve'i Yoshevet Tachat Tomer. וכשמחסירו, למידרש מחסירו. ואין שם מידרש. C'est la première fois qu'on trouve ce qu'on avait deviné, que le pshat c'est qu'il n'y a pas de midrash à faire. Mais il a l'air d'être encore plus restrictif que Tosfot. Il ne dit pas que tout Yoshev a besoin, doit être malé, sauf s'il y a une dracha. Il ne dit que pour Yoshevet. Oui. Il me semble que j'ai vu une question et j'ai oublié ça.
c'est qu'il y a une question sur Tosfot. Tosfot a apporté la dracha de Lot Yoshev Shardor. Est-ce que c'est la première fois qu'il est écrit Yoshev avant dans la Torah? Il y en avait un autre qui dit. J'ai un souvenir que. Avraham. Yoshev. Après la Mila, comment s'écrit Vayera Elav Avraham, Vehu Yoshev Petach HaOhel Bechol Hayom. Et là-bas, il y a aussi une dracha. Pour Tosfot, il n'a pas. Pourquoi il a apporté celle-là et pas celle-là? C'est encore un petit problème. Je ne me rappelle plus qui. Je n'ai pas vu de réponse. J'ai dû voir la question sans la réponse, sinon je l'aurais noté. Donc, bon. Alors, maintenant, on va revenir au dernier point. Vous voulez dire quelque chose? Pourquoi Tosfot attaque pas Rashi en amenant. Il pourrait amener des contre-exemples, dire qu'il est imprudent et dire bon, moi j'ai fait le. D'abord, il n'en a peut-être pas. En plus, il ne se réfère même pas à Rashi. Il a simplement. Tosfot n'est pas. Son explication à lui. Il faut bien savoir que Tosfot n'est pas un commentateur de Rashi. C'est un commentateur de la Gemara. Et de temps en temps, il fait référence à Rashi. De temps en temps, il ne fait pas référence à Rashi. Il n'y a pas de systématique. Alors, par contre, le problème qui nous reste, c'est quoi? C'est comment Rashi peut nous dire que la dracha qu'on va faire sur le Chisaron Vav de Rochevet, c'est qu'on doit adopter Katsar Megouné. Mais on le sait déjà, on l'a dit avant, on l'a dit Kolecha. Chaque fois que c'est plus long, alors on adopte le Katsar. Kolecha de Nefish Emile, comme on l'avait dit, Mishtaï Belashon Ktsara. Alors je vous invite à voir là-dessus une marloquette, Marshal. Mais ça, c'est vrai qu'on a sorti, la Gemara a sorti ce klal, mais elle a sorti à cause d'une question. Oui. Tamé, c'était le mot tamé. Voilà, c'est le mot tamé. Bon, alors on le sait du mot tamé. Et Rachid nous a dit qu'on nous a appris le mot tamé pour nous apprendre cela. Alors ça y est, on le sait déjà. D'accord. Alors. On commence par le Chochmat Shlomo, qui a été écrit antérieurement au Maharsha. La preuve en est, c'est que le Maharsha se réfère toujours au Chochmat Shlomo, et le Chochmat Shlomo ne se réfère jamais au Maharsha. Donc il a un petit temps d'avance. Vous l'avez dans le Chochmat Shlomo, Rabbi Shlomo Luria, Dav Gimel Amudvet, Berashi, Dibur Amatril, Rachevet Ketiv Ochule, Vafilu ou Megune, c'est la fin de Rashi qui dit, on apprend là une dracha, qu'on doit adopter, employer l'expression concise, même si elle est Meguna. Nirtav Betsido, il est écrit en marge de la Gemara de Chochmat Shlomo, Perouche, Afilu Belashon Megune, Yedagdek Adam, le Katser et le Shono. Ça veut dire, même quand on a déjà pris le parti d'employer un Lachon Megouné, on a déjà décidé de prendre le Lachon Megouné parce que justement il est plus Katsar et donc c'est lui qui s'impose, il faut encore rechercher dans l'expression l'expression la plus courte possible. S'il y a deux Megounés, non pas s'il y a deux Megounés, si dans la phrase qui va contenir le mot Megouné, il y a deux manières de dire, et une manière qui serait plus concise que l'autre, à l'intérieur même de la phrase du Megouné, il faut raccourcir le plus possible. A filou belashon Megouné, yedagdek adam le katseret le shono. Aval en le faresh sheyekatser et le shono afilou imi efshar lo ela sheyidaber belashon Megouné. Mais on ne peut pas expliquer dans Rashi, comme nous on l'avait compris jusqu'à présent, que ça veut dire qu'il doit rendre concise sa phrase s'il ne peut faire autrement qu'en utilisant la Lachon Megouné, qu'il le fasse. Zéno. Ça, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Deimken matoelet bemidrash shel chisaron ze. Parce que quel intérêt du midrash qui sortirait de cette absence de vav? Allo shaminam kvar leedia. Mais on le sait déjà explicitement. Midivre à Torah, de la Torah même. C'est-à-dire, nous, on est dans le Navi. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un Navi qui va enlever un vav pour m'apprendre quelque chose que je sais déjà de la Torah, Bekama Mekomot, toutes les occurrences où on trouve le mot tamé nous apprennent déjà qu'il faut prendre le Katsar Megouné. C'était notre question. Donc, encore une fois, on est content d'un côté de voir que le Chochmat Shlomo
à poser notre question en disant mais ça on le sait déjà. Et la réponse est oui, non, on a mal compris. C'est pas ça. Là on est en train de dire autre chose. C'est que bien sûr il faut prendre le megouné, mais même quand on emploie le megouné, après il faut utiliser la phrase la plus courte. Où il a vu ça dans la Gemara? C'est pas dans la Gemara, dans Rashi. Dans Rashi, pardon. Est-ce que ça rentre dans les mots de Rashi? Est-ce que ça rentre dans les mots de Rashi? Afilou il megouné. Chez Hitfos, la shon ketzara, afilou megouné. C'est pas, donc ça peut rentrer. Yitfos, la shon ketzara, afilou ou kvar kotel megouné. C'était pas comme ça qu'on avait du. Nous on n'avait pas compris comme ça, nous on avait compris. Afilou bedavar chez Afilou la shon megouné, yitfos auto. Voilà. Mais non, c'est pas ça on le sait déjà. Mais quand il écrit le megouné, afilou ou megouné, il te fasse la shon katsa. C'est ce qu'il dit déjà, c'est ce qu'il dit. Afilou bel la shon megouné. On est dans le la shon megouné. Ça rentre dans les mots. C'est pas. Ça tombait pas sous le sens, mais ça rentre dans les mots. Alors il y a écrit Ayen be Maharsha. On va voir le Maharsha. Regardons le Maharsha. Rashi Dibur Amatril, Rochevet Ktiv, Vafalgav de Matzil Mirtav Nami Yoshevet Chaser, Vechoule, Afilu ou Megune Atkanoshono. Mi Perouche Maharshal, de l'explication du Maharshal, d'Afilu Belashon Megune, Yekatser Adam le Shono. Que même quand il est déjà en train d'utiliser une expression inconvenante, il doit quand même raccourcir. Atkan le Shono, fin de citation. Ayin Sham, confère là-bas, c'est ce que nous avons fait. Velo Yadana Maïrevouté. Je ne comprends pas où est le chidouche. Quel est le chidouche que même si on emploie un lachon megouné, il faut l'abréger. Utfe avele lashminan dafilu belachon naki goufa yekatser adam. Ça aurait été plus intelligent, enfin plus pas intelligent, mais plus enrichissant de nous dire que, mais au contraire, que même quand je suis déjà dans l'élégance, mais malgré tout, donc j'ai de toute façon une belle phrase, elle est très très jolie, mais elle est empoulée à la Chateaubriand, eh ben, il faut être mekatser. Ça aurait été un chidouche. Mais là, il n'y a pas de chidouche. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de... Donc, il est d'accord. Il est d'accord que... Non, il n'est pas d'accord. Il dit maïrevouté. Il est d'accord, mais il dit qu'il n'y a pas de chidouche. C'est-à-dire que là ce que le Maharshal a dit, c'est que voilà le chidouche. C'est pas le chidouche précédent de la Gemara, c'est un nouveau chidouche. Et lui, il attaque, il dit c'est pas un chidouche, ça. Ah oui, c'est ça. Alors, on va voir ce qu'il propose. Valken, Anire le Kayem Pashte. Alors, c'est pourquoi, dit-il, je pense qu'il faut revenir au sens simple de Rashi. Mais alors, maintenant, il y a la question qui revient, alors. Oumaï de Kashiel et le Maharshal. Quant à la question qu'a soulevée le Maharshal, Hashaminan lekvar, midirtiv tamé beoraita, on le sait déjà, c'est écrit tamé dans la Torah. Yeshlomar, on peut répondre. Dashmoinan, dafilu bekiai gavna, debedibura ou vemikra, lo ave lashon katsar. Que, même dans un cas comme celui-là, où au plan oral, et au plan de la lecture, pour mieux comprendre, je dirais, en phonétique. Au plan phonétique, lo avait la shon katsar. Est-ce que vous sentez une différence entre quand je dis rochevet et rochevet, une fois je le dis avec vav et une fois je le dis sans vav. Vous avez chanté au plan oral, au plan verbal, au plan phonétique, il n'y a pas de kitsur. Et là, b'chtiva ou masoret. Ce n'est qu'à l'écrit que ça apparaît. Donc j'aurais pu dire, à ce niveau-là, ça ne change rien. Les katser adam le shono.
ben quand même, on est Mekatser. Alors là ça sent... Oui, parce que la Gemara elle a commencé comme ça, par le nombre de lettres. La Gemara elle a commencé sa réflexion par le nombre de lettres. Oui. En prenant les psukim en disant, ah ben là il y a moins de lettres, là il y a plus. Oui, mais là-bas, les nombres de lettres correspondent à des syllabes différentes. C'est pareil, Oui. ça se traduit. Oui, non, mais- Ça se traduit dans l'écrit, Et dans le- mais aussi dans la phonétique. Donc, là, On n'avait il y a pas le- encore vu. le cas où ça se traduit Voilà. que dans la Voilà. la lettre. Mais alors, ça, est-ce que ça collerait avec le chat de Rachid qui dit que la raison pour laquelle il y a Katser Adam, c'est pour une raison de mémoire? Oui, c'est difficile. C'est difficile là, parce que là, vous dites, là, on nous dit Yoshevet, Rochevet, Mais d'un autre côté, Ah si, parce que quand il réécrit, quand il va transcrire, il va écrire moins de lettres. Ouais, mais c'était Roche Béalpé, on avait dit que c'était pour le. Oui, mais après il va écrire. non, c'est-à-dire c'est au niveau de la Torah. Oui, non, parce que si au niveau de la Torah, ça n'a pas d'intérêt. Nous, on avait dit au niveau de la Torah, ça n'a pas intéressant. C'est juste pour nous apprendre au niveau de la Torah chez Balpé. Au niveau de la Torah chez Balpé, de toute façon, ça ne s'écrit pas. À l'époque de la Gemara, enfin, jusqu'à Rabbi Yochanan, c'était purement verbal de toute façon. Donc c'est vraiment difficile à faire entrer. Et effectivement. Alors, d'abord, donc le pshat du Maharsha nous paraît pas très satisfaisant. Il nous paraît vraiment hyper... c'est astucieux, c'est subtil, c'est sophistiqué. Ça rentre pas dans la page tout de Rashi. Rashi n'a pas l'air de dire ça. Si vraiment Rashi pensait ça, il aurait dû l'insister là-dessus. Il y a Katser, Afilou Birtav, Afilou Masoret. Il ne dit pas ça, c'est vraiment forcé. Alors revenons maintenant au pshat du Maharsha. Il y a la question du Maharsha qui demandait Maïrevouté, si on nous dit que c'est toujours bien des Lachon Ktsara, Lachon Megouné aussi. Alors Lachon Megouné aussi, pourquoi pas? Alors et au contraire, puisqu'il est Megouné, autant c'est l'expédier le plus vite possible. Alors comment comprendre malgré tout le pshat du Maharshal? Alors j'ai une réponse qui est inspirée par une réponse du Rabbi Chai Tayeb Lomet. C'est dans son Sefer Chelefritim. C'est que pourquoi? Alors c'est pas tout à fait comme Rashi. Ça ne va pas non plus avec Rashi, bien qui dit que la concision c'est juste pour la mémoire. A priori, on aurait pu penser que pourquoi on aime la concision? Parce que ça fait partie de la beauté du langage. Dans la beauté du langage, il y a le langage synthétique. Dire les choses, Katsar Kolea, on dit les choses de manière la plus courte, on arrive à donner le maximum d'informations dans le nombre de lettres le plus court. C'est une forme d'élégance, de style, la sobriété du style, la puissance du style. Donc on aurait pu dire, quand on est dans le Lachon Naki, le Maharsha il dit dans le Lachon Naki, on aurait dû dire pas du tout. Dans le Lachon Naki, c'est pas shoot. Puisque tu es un Lachon élégant, tu sois l'élégance, tu sois la sobriété jusqu'au bout. Mais là, tu es un Lachon Megouné. Donc de toute façon, tu n'es plus dans les purs. Tu es de toute façon dans un style qui est incorrect, négligé. Alors négligé pour négliger, ça ne sert plus à rien. Et réponse, quand même. La règle de concision reste. Ce qu'on peut gagner, on gagne. Voilà comment on peut expliquer le Chokhmat Shlomo. Maintenant, on a expliqué le pshat du Maharsha. Donc il dit que le chidouche, c'est que même quand en phonétique on gagne rien, juste en nombre de lettres, on a gagné. Ça, si on ne savait pas, et ça on l'a appris. Là maintenant, on a le pshat du Maharshal qui dit, on a appris que même lorsqu'on écrit du Megouné, c'est quand même encore bien de faire du Katsar. Mais franchement, dans Rashi, c'est pas aucun des deux Pérouchim n'épouse le sens simple de Rashi. Rashi n'a pas l'air de dire ça. Donc, on a tenté d'essayer de trouver une nouvelle réponse encore, un troisième pshat. D'abord, il fallait voir les classiques. Donc, on a vu les grands classiques. Maintenant, il n'est pas interdit d'essayer de trouver une réponse en plus pour justifier, encore une fois, répondre à la question du Maharshal. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle dracha pour nous dire Katsar Megouné alors qu'on le savait déjà? Alors j'ai pensé, très simple, en utilisant un Maharsha qu'on a déjà vu précédemment, qu'on n'avait pas accepté d'ailleurs tellement, mais qu'on va utiliser là maintenant. À savoir que
des drachotes précédentes, on aurait pu penser, puisque qu'est-ce qu'on a vu dans les drachotes précédentes? De temps en temps, la Torah, elle met tamé. De temps en temps, la Torah, elle met l'otaor. Il n'y a pas de systématique. Alors, on a été confronté à ce problème-là. Tant bien que mal, on a essayé de trouver des réponses. En tout cas, de cela, on devrait arriver à la conclusion du Maharsha précédent qui était, c'est équivalent. Donc, quand le Maharsha nous dit, mais on sait déjà, non, on ne sait pas encore. Au stade où on était, des drachotes qu'on avait dit jusqu'à présent, bien que le Lachon de la Gemara ne laissait pas entendre ça, c'est pour ça qu'on avait dit qu'on n'a pas accepté, nous on n'a pas accepté le Maharsha. Mais parce que le Lachon de la Gemara a l'air de dire, non, c'est toujours comme ça, qu'on doit toujours adapter le Katsar. Mais c'est vrai que si on se réfère uniquement aux drachotes d'elles-mêmes, telles qu'on l'a dans la Torah, où on voit que de temps en temps la Torah elle adopte le Katsar Megouné. De temps en temps, elle préfère faire Anaki Aror. La conclusion à laquelle on devrait arriver du point de vue strictement de déductif, logique, c'est que c'est équivalent. Qu'est-ce qui va me permettre de dire que ce n'est pas équivalent et qu'il faut donner la priorité, quoi qu'il arrive, au Katsar sur le Megouné? C'est la nouvelle Racha du Vav. Alors, donc plus haut, la Gemara avait déjà intégré cela. Donc elle savait que le din finalement, elle nous a donné la règle finale. Mais par contre, comment on y arrive? On n'y arrive que par la dracha. Et donc c'est pour ça que Rashi nous dit, la dracha est venue pour me dire Katsar Megouné. On pose la question, on le savait déjà? Tu ne savais pas. On ne savait pas. On ne peut pas le déduire avant. Donc ça se fait en 2 temps. Mais là, vous voulez donner un pshat pour Rashi. Oui, c'est un pshat de Rashi. Mais quand on vous a cité ce Maharsha que vous n'aviez pas accepté, vous ne l'aviez pas accepté non plus dans Rashi. Dans la Gemara, pourquoi je n'ai pas accepté? Parce que je dis que la chante de la Gemara n'est pas mashma. Parce que la chante de la Gemara n'a pas l'air de dire que c'est équivalent. Elle a dit que c'est sur le Katsar qui doit primer. Qui est primé. Donc je ne suis pas d'accord avec le Maharsha pour dire que c'est ça la règle finale. Parce que le Maharsha, lui, il en fait une règle finale. Et alors que non, au final, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au final... Il a dit ça, le Maharsha, à ce moment-là de la Gemara. Donc maintenant, ça change. Il change pas. Il n'a pas l'air de dire. Bah, sinon, il aurait pu répondre. Il aurait dû le dire. Il change pas. Parce que pour lui, c'est resté comme ça jusqu'au bout. Alors, si ça reste jusqu'au bout, donc il est coincé. C'est ça qu'il sort son histoire de lettre. Son histoire de la lettre, on gagne la lettre. De la lettre phonétique. Mais alors que nous, en fait, on peut utiliser sa même idée, et du coup, tout est... Moi, je crois qu'on n'avait pas accepté même dans Rashi. Moi, il me semble qu'on n'avait pas accepté dans Rashi à cause de la Shon de la Gemara. Et aussi peut-être parce que dans Rashi, Rashi, quand il explique la règle de la Gemara, ne laisse pas entendre que c'est au choix, il dit que c'est comme ça. Voilà, mais c'est vrai. C'est comme ça, parce que la Gemara, moi je dis... la Maskana. Non, la Gemara, elle a déjà intégré la Maskana. Quand la Gemara, elle nous donne la règle, elle nous dit ce qu'il en est au final. Mais elle ne nous dit pas comment on y arrive. Elle sait qu'on va le Makor, on y arrivera au fur et à mesure. Voilà une troisième possibilité de Pshat. Ah, on a dépassé. Alors, il restait une question que je voulais résoudre. Ça sera pour la prochaine fois. Ça me laisse encore une semaine pour y penser. C'était le RIF. On n'a pas répondu au RIF. Pourquoi le RIF a été mâché toute la solution. Une question pour le pôle d'info.